Alors, protéger. Protéger, c'est d'abord, je vais développer deux idées. Protéger les corps et protéger les cerveaux. Protéger les corps. Aujourd'hui, parce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, notre société n'assure plus la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Alors, je vais peut-être un petit... Voilà, très rapidement. Vous voyez, quand on était des paysans, la protection, c'était au niveau de la maisonnée ferme ou de la maison d'artisan. La relation, c'était au niveau du village. Et puis, donner du sens, c'était dans le cadre de la religion. Dans l'ère de la modernité, on va dire des 30 glorieuses, c'est la famille et le salariat qui assuraient la protection, la ville qui assurait le lien, c'est là où on faisait ses études, c'est là où on faisait ses courses, etc. Et puis, c'est l'idéal républicain, l'idéal révolutionnaire, même entretenu par des formes d'idéal communiste, qui assurait le sens, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aujourd'hui, moi j'estime, c'est mon analyse, que un des problèmes de notre société, c'est que notre société ne permet plus la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Pourquoi ? Parce que la protection, on voit bien qu'il y a une précarité qui se développe. Une précarité écologique, et je ne vous dis pas dans quel état psychologique sont les jeunes à l'université. Les jeunes d'une vingtaine d'années sont angoissés par le contexte environnemental, ils sont paniqués par la pollution et tous les problèmes environnementaux auxquels ils vont avoir à faire face. Précarité environnementale, précarité familiale. Donc, précarité économique, puisque les gens sont jetables à merci et que, loin d'être reconnus comme irremplaçables et uniques, on a plutôt l'impression, on nous dit sans cesse qu'on est parfaitement remplaçable. Donc, la précarité. La mondialisation dans la relation. Là, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Dans la mondialisation, c'est-à-dire pour se lier aux autres, encore faut-il des groupes qui nous reconnaissent comme uniques. Mais vous voyez, des réseaux sociaux, des grands ensembles sociaux, c'est très difficile. On a des gens qui se ressemblent de plus en plus, qui sont de plus en plus normés, qui sont de plus en plus irremplaçables, sentimentalement, etc. Donc, c'est très difficile d'être dans une relation. Et puis, il n'y a plus aucun sens. Il n'y a plus aucun sens collectif à notre vie. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de satisfaction des besoins humains fondamentaux et un des enjeux, me semble-t-il, sur les territoires, c'est de réfléchir à la protection des corps. Protéger les corps, c'est est-ce que l'eau que je bois, elle est saine ? Est-ce que ce que je mange est sain ? Est-ce que l'environnement naturel dans lequel je suis, il est sain, Est-ce que l'environnement peut-être même électromagnétique, chimique, il est sain ? Alors, le Covid, bien sûr, ça remet sur la table les questions de santé, mais l'explosion du nombre de cancers aurait pu nous y faire penser avant, sur les environnements, la qualité chimique, préserver les corps. Protéger les corps, c'est aussi protéger... Alors, les communes n'auront pas la réponse à tout, bien sûr. Protéger les corps, c'est aussi la question de la précarité. Il y a 15% de gens qui sont sous le seuil de pauvreté en France aujourd'hui. Ça ne fait que exploser. Cessons de nous voiler la face. La pauvreté revient, nous guette, se développe partout. Comment on fait sur les territoires ? Comment on fait pour prendre ça en considération ? Donc la précarité. Il y a des gens, dans la migration vers la campagne, il y a bien sûr des cadres supérieurs qui ont une résidence secondaire. Il y a des gens qui recherchent la nature pour eux et leurs enfants, pour se protéger. Il y a des anciens fils et filles de paysans ou petits-fils et filles de paysans qui ne croient plus dans la modernité. Mais il y a aussi des gens qui fuient l'hyper-précariat urbain en imaginant que la misère sera peut-être plus vivable au soleil. Protéger les corps. Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur la question de la qualité environnementale, de la qualité sociale, de la qualité économique des environnements. Protéger les cerveaux, ça c'est un élément très important. Parce qu'aujourd'hui, on commence à analyser le fait qu'il y a une relation entre l'aménagement du territoire et la santé mentale des gens.
Je vais vous parler de 2 livres que j'ai lus, très intéressants. Michel Billet. J'ai encore un peu de temps ? Ah, pardon, excusez-moi. Bon. Il y a Michel Billet qui a écrit un livre qui s'appelle La société malade d'Alzheimer. Et il y a Lionel Nakache qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme raisonnable, sur les effets du numérique sur nos cerveaux. La révolution numérique nous chamboule. Parce que la révolution numérique réduit l'espace-temps. Nos ancêtres paysans, ils avaient un espace très vaste parce que pour pouvoir se déplacer, ils étaient à pied ou à cheval. Donc ils avaient un grand espace. Pour eux, c'était l'espace qui posait problème. Nous, dans notre société, on n'a plus de problème avec l'espace, on a un problème avec le temps. Tout va trop vite, tout va très vite. On doit être partout, tout le temps, partout. Alors, Michel Billet dit la société malade d'Alzheimer, il dit la société. La maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie, c'est un ensemble de symptômes que révèlent quelques individus boucs émissaires qui portent collectivement le problème de tous. Quel est ce problème ? Nous sommes égarés dans le temps, nous sommes égarés dans l'espace, et donc nous sommes égarés dans notre relation à l'autre. Alors nous sommes égarés dans le temps. Alors par exemple, vieillir n'a plus de signification, puisque avant vieillir c'était acquérir de l'expérience, mais aujourd'hui la mutation technologique va tellement vite que ce ne sont plus les anciens qui apprennent aux jeunes, mais ce sont les jeunes qui doivent dépanner les anciens. Et quand je dis les anciens, c'est une gamme de plus en plus large, parce que comme on change le logiciel tous les 3-4 ans, on est toujours tous obsolètes tous les 3-4 ans. Donc vieillir n'a plus de sens, sauf à être obsolète, ce qui est quand même très angoissant. Nous sommes égarés dans le temps. Par exemple, nous n'avons aucune conscience des saisons. Même à la campagne, aujourd'hui, nous vivons tous dans une saison unique qui s'appelle la saison à 21 degrés. C'est-à-dire, s'il fait moins, on met le chauffage, s'il fait plus, on met la clim, on est toujours habillé pareil. Quand moi j'étais enfant, ma mère me tricotait des pulls en laine, vous savez, pour l'hiver. Parce qu'on mettait aujourd'hui, tout le monde est toujours, est-ce qu'il y a aujourd'hui des vêtements d'été ? Bon, vraiment le plein été, on a quelques petites robes d'été, mais on va dire que grosso modo, on est quasiment toujours habillé pareil, on ne voit plus les saisons. Alors peut-être qu'ici, vous voyez la saison des vendanges. Moi, dans mon pays du Muscadet, où tout se fait à la machine, franchement, même en vivant à la campagne, c'est pas les vendanges d'il y a 50 ans avec les balles et où vraiment socialement on voyait. Il y a même des gens qui ne voient pas la différence entre le jour et la nuit, puisque les grandes métropoles ont l'ambition d'être les villes où qui ne dorment jamais. Donc le capitalisme veut toujours nous faire dépenser, nous agiter. Donc maintenant, il faut outre les discothèques, il faut des salles de sport ouvertes la nuit, il faut donc qu'il y ait des tramways la nuit, etc., etc. Donc on est un peu égaré dans le temps. La conscience du temps est très difficile pour nous. Mais nous sommes également égarés dans l'espace. Pourquoi nous sommes égarés dans l'espace ? Eh bien, par exemple, avec le GPS. Je ne vous conseille pas d'utiliser votre GPS. C'est très grave. Ça amenuise nos capacités sur le repérage dans l'espace. En fait, avec un GPS, par exemple, je vous racontais une histoire qu'on m'a racontée il y a peut-être 3 semaines. Il y a un homme qui habitait dans le Massif central. Et puis, il déménage et il s'en va habiter dans les Pyrénées. Son père appuie sur le bouton GPS, je m'en vais chez Lionel. Son papa ne s'est pas rendu compte qu'il n'allait pas dans les Pyrénées, mais qu'il allait dans le Massif central. Et donc, quand il est arrivé à l'ancien domicile de son fils, il s'est dit « Ah bah mince, où suis-je » J'ai l'exemple d'un jeune homme de 25 ans qui habite dans l'est de la France et qui s'en va dans sa famille en Vendée. Il va passer l'été en Vendée. Et là, il casse son téléphone portable. Et ce jeune homme de 20 ans en pleure, en larmes. Il fallait absolument qu'il retrouve rapidement un téléphone portable parce qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Avec le GPS, nous perdons la conscience du temps. Et regardez comment dans les voitures, par le passé, moi je me souviens quand on partait en vacances, on passait d'ailleurs à Bordeaux, on prenait le pont d'Aquitaine à l'époque, ma maman disait, regardez les enfants, la Garonne, on voit Bordeaux au fond, etc. etc. Aujourd'hui, les vitres arrière sont fumées, les enfants ont un lecteur DVD sur le fauteuil arrière, et puis tout le monde est tranquille, on pourrait les mettre dans le coffre, que ce serait pareil.
Mais vous allez me dire, au fond, qu'est-ce qu'il y a à voir? Parce que ça, c'est ce que dit Lionel Nakache. Lionel Nakache, il appelle ça le voyage immobile. Plus on est mobile, moins on est dépaysé. C'est-à-dire qu'il dit, au fond, on prend l'avion, on monte dans l'avion, on descend de l'avion, on se demande si on a changé d'endroit. L'aéroport, c'est le même. Les paysages sont les mêmes, les gens sont habillés pareil, ils mangent la même chose. Au fond, le dépaysement n'existe plus. Et regardez, quand vous traversez la France, ma foi, qu'est-ce qui ressemble le plus à la banlieue de Bordeaux que la banlieue de Nantes, ou la banlieue de Toulouse, ou toutes les banlieues, tous les bourgs, etc., tous ressemblent. Donc on a une unité qui fait que les gens sont complètement égarés dans l'espace. Et l'espace et le temps sont liés, c'est Einstein qui l'avait montré, mais dans notre cerveau, les cellules qui codent l'espace sont les mêmes que les cellules qui codent le temps. L'espace-temps est lié. Et donc, ces deux auteurs disent, si nous sommes égarés dans l'espace et le temps, alors nous sommes égarés dans notre conscience de nous-mêmes. Nous n'avons pas conscience de nous-mêmes. Un être humain, il n'a conscience de lui que parce qu'il est incarné dans un espace et dans un temps. Et donc, qu'est-ce que ça produit, ça? Ça produit des sociétés de zombies. Nous sommes une société de zombies. Nous sommes une société agitée, mais qui n'a aucun recul. Et ça, c'est le sociologue Hartmut Rosa qui a montré ça. Il dit, notre société est une société frénétique, agitée de corps et d'esprit, mais la pensée est complètement atone. C'est-à-dire que nous sommes une société figée. Il n'y a plus rien de nouveau qui n'émerge. Nous sommes capables juste de faire ce que nous faisons. C'est pour ça que je suis sûre que vous l'avez constaté aussi, on a des sommes de réunions qui, au bout du compte, ne servent à rien. On se demande bien qu'est-ce qu'on a appris là-dedans. C'est complètement stone. Nous sommes encéphalogramme plat. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, je demande toujours à pouvoir parler longtemps. Parce que je ne veux pas traverser toute la France pour parler 5 minutes d'un truc important où, à la fin, personne ne se rappellera de rien. Donc, plus nous sommes agités, moins notre pensée est profonde. Ça a l'air tout bête, hein? Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se mettent à faire de la méditation. Qu'est-ce que c'est que la méditation? C'est reprendre conscience de l'ici et maintenant. Et qu'est-ce que ça produit? Ça amplifie la sensation d'être vivant. Donc, permettre au cerveau d'atterrir, la révolution numérique nous apprend que en plus d'avoir besoin de dormir, de se nourrir, de faire ses besoins et de ne pas être asphyxié, eh bien, on a besoin d'un espace-temps pour se poser et se reposer. Et donc, si les territoires ruraux arrivent à penser ça et le transformer en principe d'aménagement, ce serait merveilleux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire diversifier l'espace, être très vigilant sur la diversité paysagère. Le jour où Blaye ressemble à Royan, qui ressemble à Ponce, etc., tous ressemblent. Pourquoi voulez-vous croire que les gens vont savoir qu'ils sont à Blaye? Donc, diversité des paysages, réintégrer le patrimoine pour mettre du temps, revaloriser les saisons, revaloriser le maintenant, la présence ici et maintenant. Alors, Hartmut Rosa dit, ça ne suffira pas de ralentir, mais ralentir et ayez conscience que tous les mouvements qui ralentissent, ce qu'on appelle les mouvements slow, sont aussi des mouvements de relocalisation. Si on ralentit, on n'est plus local. Alors Hartmut Rosa dit, le vrai fond du problème, c'est notre pensée capitaliste. Le capitalisme veut toujours avoir, faire plus, rentabiliser. Et il dit, c'est ça qui nous donne cette frénésie. Donc déjà, aussi, peut-être faire attention à ne pas chercher toujours le rendement tout de suite. Permettre au cœur de se relier. L'être humain est un être de relation. La rencontre, elle est très importante. Donc là, il y a tout un tas de réflexions sur comment est-ce qu'on recrée de la convivialité, comment est-ce qu'on recrée de la confiance. Là, je ne sais pas si vous imaginez les dégâts de l'époque Covid. La confiance dans tout un tas de choses n'existe plus. Or, la confiance, c'est pas un claquement de doigts. Quand les gens n'y croient plus, quand les gens sont sûrs que vous mentez, que vous racontez n'importe quoi, que ce que vous dites n'est pas sûr, que vos intérêts sont troubles,
Il n'y a plus confiance. Comment on va faire pour recréer cette confiance, cette convivialité? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un projet collectif ensemble? Qu'est-ce qu'on fait par exemple? Alors ça va être tout l'habitat. Est-ce que aujourd'hui, vous voyez, les gens, la modernité, c'était l'individualisation. L'individualisation, on est sorti des communautés familiales, de la paysannerie. Pourquoi est-ce qu'on est sorti de là? Comment? Parce qu'il y avait des sécurités ailleurs. L'État, Providence, nous a apporté le contrat de travail, l'éducation gratuite pour les enfants, la sécurité sociale, la retraite. Alors on s'est dit, mais on peut quitter la communauté familiale. La sécurité est assurée. Aujourd'hui, cette sécurité-là, collective, elle n'est plus assurée. Donc, on va à un retour des communautés. Un retour des communautés pour se sécuriser. Donc, le commun, la question de l'habitat, habiter ensemble, comment est-ce qu'on fait du commun? C'est aussi la question de l'espace public. Depuis 50 ans, l'espace public, il a été attribué que à la mobilité. L'espace public, c'est comment circulent les camions et les voitures, et puis comment on les gare. Là, maintenant, il va falloir réfléchir à un espace public qui crée du commun, qui crée du collectif. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire des apéros dehors? Est-ce qu'on peut faire des concerts? Est-ce que les enfants peuvent rejouer dehors, etc. Ça, c'est des choses qu'il va falloir réfléchir. La plupart des gens, et même des élus, des fois, on se dit, mais ça a quoi comme sens? Nous faisons des choses qui n'ont pas de sens. Nous appliquons de façon zombie des réglementations et ça ne vous aura pas échappé que ça devient de plus en plus bureaucratique. Parce que la société zombie est très bureaucratique, puisqu'il n'y a que ça qu'elle sait générer. Elle n'a pas de pensée profonde, donc elle va être tatillonne sur la bureaucratie. Donc, permettre aux esprits de s'élever, c'est donner du sens. Comment vous pouvez permettre aux gens qui habitent chez vous de s'inscrire, même petitement, même localement, de inscrire leur humanité à eux dans l'histoire de la commune. Moi, je dis par exemple, peut-être que ça peut être favoriser la créativité habitante. Moi, j'ai remarqué que les PLU, souvent, il n'y a pas de projet, il faut le dire. C'est pas une critique, ne le prenez pas pour une critique, moi-même, je vois comment c'est difficile. Mais souvent, les PLU n'ont pas de projet global. C'est-à-dire que, bon, il y a un programme d'aménagement, je ne sais pas, il y a une zone industrielle, plus un supermarché, plus un lotissement, plus la salle de sport. Mais un projet immobilier plus un projet immobilier plus un projet immobilier, ça n'a jamais fait un bourg. Ça fait un patchwork de on ne sait pas trop quoi, qu'à la fin, le bourg, il ne ressemble plus à grand-chose et on ne sait pas comment ça s'organise. Donc souvent, les PLU, ils n'ont pas un gros projet de bourg. Par contre, il y a un règlement de PLU tellement tatillon, et la pente du toit, et la distance, et la couleur, qu'à la fin, le seul truc autorisé, c'est le pavillon le plus banal possible. En réalité, on favorise une homogénéité d'une banalité affligeante. Alors moi, par exemple, je vous proposerais de penser l'inverse. Et si on avait un projet de bourg en disant, eh ben Blaye, c'est une petite ville qui est comme ci, comme ça, là, le centre, il est là, ça, c'est là, là. Et puis après, de dire, après tout, laissons la créativité habitante. Permettons aux gens de faire ceci, cela, de planter des fleurs, ceux qui ont envie, je ne sais pas, etc. Je sais que ce n'est pas facile à faire, c'est plus facile à dire, hein. Mais enfin, puisque je suis dans le rôle de celui qui dit, eh bien, je dis. Alors, voilà, comment permettre aux esprits de s'élever? C'est aussi se réinscrire dans le temps humain. Par exemple, comment on prend soin, comment on replace la mort au milieu du village. Notre société, elle est malade parce qu'elle n'accepte pas la mort. Comment on remet la mort au milieu du village? Moi, dans ma commune, on repeint les croix en fonte. Là, il y a des magnifiques croix en fonte. On va les repeindre tous ensemble et puis on va fleurir tout ça. Mais c'est aussi pour les générations futures, parce que vous voyez, s'inscrire dans une postérité, c'est être plus grand que sa propre mort. Donc, c'est le culte des morts, mais c'est aussi s'inscrire pour les générations futures, planter des arbres pour les jeunes de demain, se dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes de demain? Donc ça peut donner du sens à l'action collective. Je m'arrête là. Conclusion, qu'est-ce que je voulais vous dire en conclusion? Oui, quelques pistes. Donc voilà un petit peu quelques pistes. Il me semble, moi, je vais vous dire, nos ancêtres paysans voyaient le monde comme un potager. Ce qu'ils aimaient, eux, c'était les bons pays fertiles qui donnaient du grain. Nous, notre société, celle des 30 Glorieuses, on voit le monde comme une usine. Ce qu'on aimait bien, c'était les endroits pratiques, fonctionnels, modernes.
il me semble, moi, que le monde de l'émergence qui est en train de naître verra le monde comme un parc, comme un jardin d'agrément, où on va dire c'est beau, c'est sain et c'est authentique. Qu'est-ce qui est beau? C'est ce qui permet c'est ce qui soutient l'émerveillement face à la vie. C'est beau. Il y a un émerveillement intérieur. C'est sain. Ce qui est sain, c'est que c'est ce qui soutient la vie. C'est sain. Et c'est authentique. Ce qui est authentique, c'est ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas gâté par l'intérêt ou par l'ego. On a fait ça parce qu'on avait ça à faire. C'est beau, c'est sain, c'est authentique. C'est un jardin d'agrément qui permet la relation, qui permet la communauté d'individus. On va pas revenir à la communauté. On est des individus maintenant, mais on va essayer de vivre ensemble. Et puis, qui va nous permettre d'être reliés à la nature, reliés aux autres, et donc mieux reliés à soi-même. Voilà mes quelques pistes de réflexion. Et peut-être, dernier mot, vous voyez que les campagnes, elles sont en train de rentrer dans un troisième âge. Les campagnes, ça a d'abord été des campagnes paysannes. La première ruralité, c'est la ruralité paysanne. C'est la parenté et la localité. La deuxième ruralité, c'est la ruralité moderne. La ruralité moderne, elle a deux phases. La phase productive, les fils de paysans sont devenus des ouvriers. Et puis, il y a une phase résidentielle, c'est, on va dire, les campagnes périurbaines. Nous sommes en train de rentrer dans la troisième phase de l'histoire de la ruralité. J'appelle ça la ruralité bohème. Le mot bohème, depuis les années 50, ça représente, on va dire, les antimodernes. Les ruralités bohèmes, c'est ce monde, c'est beau, c'est sain, c'est authentique. Et c'est ce monde-là qu'il va falloir inventer maintenant. Et puisque vous êtes élus, puisque vous êtes aux commandes, eh bien, c'est un peu de votre responsabilité pour la jeunesse de demain. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Dans les maisons, parce que vous avez dit barbecue, terrasse, piscine et bureau maintenant. Oui, exactement. Vous avez raison. Et effectivement, je suis assez d'accord avec vous sur l'uniformité, parce qu'effectivement, si on a des bâtiments remarquables dans nos villages, à certains endroits ou dans nos communes, c'est parce qu'à un moment donné, justement, il n'y avait pas de règlement. Et qu'en fait, effectivement, certains habitants ont eu la liberté de faire des monuments qui sont aujourd'hui remarquables et qui font tout le charme de certaines de nos communes. Mais bon, après, je conçois qu'il faut quand même encadrer certaines choses, mais effectivement, ça me paraît pertinent. Oui, là, on pourrait dire, vous voyez, en ce moment, toutes les procédures de bourg, cœur de bourg, etc. C'est bien que l'État soutienne cela, mais vous voyez que ces procédures, elles normalisent là encore. Elles normalisent, c'est-à-dire qu'au bout, pour rentrer dans les clous, pour avoir les subventions de rénovation du centre-bourg, il va falloir rentrer à peu près dans un standard national en fait. Donc à la fois c'est bien et en même temps il faut être très vigilant à l'homogénéisation, à la banalisation, plus même que l'homogénéisation. Ce à quoi il faut faire très attention, c'est que vous voyez la périphérie des bourgs. On dit bourg ici ou on dit village pour les chefs-lieux de commune? On dit bourg? Village, oui, village, d'accord. Parce que chez moi, tous les centres de communes, tous les chefs-lieux de commune s'appellent un bourg, donc je parle toujours des bourgs. Et donc, les bourgs et on va dire les villages, les chefs-lieux de communes ont été banalisés en périphérie par le modèle du lotissement, qui est très bien. Le modèle du lotissement, c'est vraiment le modèle de l'individualisation. C'est l'idéal de la modernité. Les jeunes qui vivaient dans des familles paysannes, finalement, quand ils ont pu avoir leur logement pour être qu'avec leurs conjoints et leurs enfants, et puis en plus se soustraire du regard de la communauté villageoise en s'entourant, c'était très bien. Donc, on pourrait dire que le lotissement, c'est le paysage parfait pour s'individualiser, pour sortir des communautés paysannes. Mais aujourd'hui, vous comprenez bien que la jeunesse, elle n'a pas du tout ce besoin-là. Son besoin, au contraire, c'est quand on est très individualisé, c'est comment est-ce que je fais pour avoir des relations. Donc, il peut y avoir de nouvelles logiques d'habitat participatif, etc. Mais pour revenir à ce que vous dites, les périphéries des chefs-lieux de communes ont été complètement banalisées par ce modèle unique du lotissement. Il faut faire attention aujourd'hui que
toutes ces opérations cœur de bourg aboutissent pas à la banalisation aussi des centres-bourgs. Dans ma région qui est proche de Nantes, mais j'imagine que vous, ça doit être aussi cette pression-là, c'est-à-dire que les mêmes qui vous proposaient des lotissements il y a 10 ans vont venir vous proposer pour votre centre-bourg un petit collectif en R+2, mais vous comprenez bien que ce sont les mêmes d'un bout à l'autre de la France. Donc, après avoir banalisé les périphéries, on va banaliser les centres. Et là, il faut faire attention. Parce que, vous voyez, la banalisation, ça produit de l'égarement. Et après, il ne faut pas s'étonner que les gens, ils n'ont pas l'impression spécialement d'habiter à Blaye ou ailleurs. Bah, forcément, hein, on va dire qu'y a-t-il comme différence entre là et ailleurs. Merci beaucoup, Denis. Grégory Epo, je suis élu d'une municipalité à côté de Blaye, de Plassac, municipalité de moins de 1000 habitants, et je suis aussi paysagiste, chercheur. Et je mène actuellement un projet de recherche sur le territoire. Alors, je souscris à énormément d'éléments de votre analyse, et c'est un exercice difficile parce qu'on est sur un temps très court et il faut s'adapter toujours au public. Mais il y a plusieurs... moi, il y a la question en fait des professionnels. Je suis enseignant en école d'architecture de paysage, et c'est vrai qu'il y a une difficulté entre les aspirations des conseils municipaux qui vont se décliner après en appel d'offres. Et il y a tout un marché du travail en fait, qui est très bloqué. Alors là, je reviens sur la dimension spatiale, hein, urbanistes, architectes, paysagistes, qui ont en fait un regard urbano-centré. Ils se sont construits économiquement sur le développement de la ville. Et maintenant, en fait, quand ils sont sur des saturations de marché, ils viennent essayer d'apporter des réponses sur les territoires ruraux, et ils n'ont pas d'outils adaptés. Et on le constate en permanence, je le constate en tant qu'élu et en tant que professionnel, j'essaye de voir comment adapter des outils. Vous, par rapport à ça, à votre avis, à quel endroit, comment on peut recruter voilà. Parce qu'il y a un problème d'expertise spécifique à ce territoire et qui en plus, par l'idée de la réinvention, en fait, bloque. Parce qu'en fait, il y a une forme de continuité des mauvaises habitudes, étant donné que c'est souvent ceux qui marchent le moins dans les grandes villes. Oui, c'est vrai, ça c'est un problème, la question du regard. La modernité, c'est vraiment l'époque de la ville. Pour les campagnes, ça a été une période un petit peu de mise en marge, un peu. C'est-à-dire, elles ont connu l'exode rural et tout ça. Et il y a une espèce aussi de sentiment d'infériorité culturelle. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai appelé Plouc Pride. C'est-à-dire le sentiment du plouc, un peu, l'infériorité du plouc qui dit, ouais, nous, on ne doit pas avoir des bonnes idées, ça ne doit pas... Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment s'en libérer. En fait, s'en libérer parce que justement, la modernité, elle arrive à son terme. Et on est dans la résurgence des mémoires. Et ce, moi, contre quoi je m'oppose, c'est que, par exemple, l'agriculture urbaine, c'est bien, c'est très bien qu'ils fassent une révolte potagère dans les villes, qui verdissent la ville. Mais vous voyez, des fois, les villes, elles veulent jouer sur tous les tableaux, c'est-à-dire qu'elles sont plus hyper modernes qu'hyper modernes, et puis en même temps, elles sont plus campagne que la campagne. Et elles ont l'impression d'inventer l'agriculture 10 000 ans après les autres, et elles en sont toutes contentes. Et ils voudraient presque en faire la leçon, vous voyez, ce sont les mêmes qui portaient la modernité, qui maintenant viennent faire la leçon d'écologie, de paysannerie et tout ça. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a quand même dans les écoles d'architecture, je pense notamment à celle de Saint-Étienne, où il y a 10 ans de ça, ils ont relancé un cursus sur la question rurale. Ça s'appelle... c'est un groupe qui s'appelle Espace Rural et Projet Spatial, donc ERPS, où ils font des trucs sympas. Donc là, il y a vraiment une réflexion sur la question rurale depuis une dizaine d'années. Et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que depuis... Moi, j'enseigne donc la géographie rurale depuis 25 ans à peu près. Moi, en géographie rurale, je n'étudiais pas l'agriculture, j'étudiais les bourgs et les petites villes. C'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, ma carrière. C'était au moment où l'intercommunalité se mettait en place. Vous voyez, dans les années 92, c'était les communautés de communes. Et donc, moi, j'étais étudiante, et puis il y avait un programme qui a été lancé sur les chefs-lieux de canton, grosso modo, pour savoir si ça allait être des centres pour l'intercommunalité et tout ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai été voir mon professeur qui m'a dit « Vous êtes d'où ?» Je suis du vignoble nantais. Il m'a dit « Bon, ben, vous allez étudier Valette, qui est donc le bourg du Muscadet, la grosse bourgade du Muscadet. » Et donc, moi, vous voyez, j'étais ni rural agricole, ni ville, parce qu'à l'époque, dans les années 90, étudier la ville, c'était forcément
au moins Nantes, au moins Bordeaux, si ce n'est Paris, Los Angeles, voilà, la métropole. Donc moi j'étais complètement dans mon coin, marginale, assez ringarde avec mes petits bourgs et mes petites villes. Et j'ai remarqué comment après la crise de 2008, 2011, 2015, c'est les théories de l'effondrement qui apparaissent dans la littérature scientifique. Et à partir de ce moment-là, mais vraiment les étudiants, l'intérêt des étudiants pour les espaces ruraux, pour la jeunesse, pour les espaces ruraux depuis 5 ans, c'est incroyable. Sur les questions agricoles, ça les intéresse beaucoup. Sur les questions rurales, sur les questions écologiques. Donc, il y a vraiment une mutation très grande. Donc, je pense quand même que les choses évoluent. Mais je pense que vous, en tant qu'élus ruraux, il faut tenir la dragée haute. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de problème pour dire sur les questions urbaines, sur les modèles urbains qui ne fonctionnent pas. On peut avoir à discuter et avoir des choses à dire sur la particularité du rural. Je pense que maintenant, il y a quand même des gens qui commencent à être un peu formés et qui commencent à avoir une ouverture d'esprit sur des politiques, des stratégies d'aménagement propres aux espaces ruraux. Il me semble. En tout cas, je croise les doigts. On essaie de les former. Il doit y